Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce tutoriel, on va récupérer le banc qu'on a dessiné sur Fusion 360, on va l'importer dans Blender pour lui appliquer des textures et des matériaux. Suite à ça, je vais vous montrer à quoi ressemble une intégration photo dans son résultat final, mais ce sera l'objet d'un autre tutoriel qui sera consacré uniquement à ça. Je vais vous montrer comment partir de Fusion 360, exporter en STL et ensuite l'importer dans Blender. J'espère que ça va vous aider à vous familiariser avec les deux logiciels. C'est parti! Nous voilà dans Fusion 360, exactement à l'endroit où on était à la fin du tuto précédent. Une fois qu'on a une modélisation qui nous convient, il suffit tout simplement ici d'aller dans Fichier et Exporter. On donne un nom à notre fichier, je vais l'appeler simplement tuto 01 banc. On va l'appeler tiens tuto 02 banc. Et ici on va choisir l'extension. Pour ma part, moi je vais partir en STL. On peut aussi partir en OBJ, ça fonctionne de la même manière. Mais STL c'est un petit peu plus commun pour tous ceux qui utilisent des imprimantes 3D, ça permettra également de leur montrer comment ça fonctionne. Et c'est quelque chose d'un peu plus courant. On choisit son dossier d'export et on appuie sur exporter. Le processus d'exportation dure un petit peu longtemps parce qu'il est fait sur le cloud. Il n'est pas fait en local, ce qui fait qu'en fonction des serveurs d'Autodesk, ça peut prendre plus ou moins de temps. Comme vous voyez ici, ça n'a même pas encore démarré, mais ce qu'il y a, c'est que je l'ai fait juste avant, histoire de gagner un peu de temps sur le tuto. On n'a plus besoin de Fusion 360, donc on peut fermer le logiciel et on se retrouve sur Blender. Une fois qu'on est dans Blender et qu'on part d'un fichier de base, il suffit ici d'importer notre fichier et on choisit ici STL. On sélectionne notre fichier et pour l'instant on va laisser ici comme c'est par défaut. Ça vous permettra plus tard de faire vos propres réglages. Donc là j'importe et j'obtiens quelque chose de totalement immense. Donc en fait l'objet que j'ai importé il est très grand. Une fois qu'on l'a importé, il est encore sélectionné. On a juste à appuyer sur S. Je vais vous activer les raccourcis. Donc on appuie sur S et on tape au clavier 0,001. Moi par défaut dans le mien j'ai une échelle de 1000 qui s'applique entre Fusion STL et l'import dans Blender. Peut-être que chez vous c'est différent, dans ce cas je vous laisserai faire vos propres aperçus. On va cacher ça. Donc mon banc apparaît pas dans le bon sens. Pour ça on va d'abord le remettre en place en appuyant sur R et avec le clic du milieu glisser dans la direction qu'on veut. Et soit on regarde en haut à gauche de l'écran, où on a la rotation qui s'affiche, on peut appuyer sur CTRL pour faire des incréments de 5 degrés. Et là on se met sur 90. On aurait pu aussi taper R, X, 90. Ça marche aussi. On remarque que lors de la rotation, on tourne autour de l'origine. L'origine elle est ici et si vous vous souvenez, c'est exactement la même origine que sur Fusion. Donc on va pouvoir changer un peu cette orientation. En tapant la barre espace et set origine, on va pouvoir déjà lui dire de placer l'origine au centre du volume. Soit le centre de gravité en français. Donc là on voit c'est le petit point orange qui est là, mais il n'est pas encore à la bonne position pour moi. Ce que je fais, je me mets... D'abord, je vérifie que mon curseur 3D est bien au centre. Si jamais vous avez un curseur 3D qui se balade comme ceci, vous faites Shift et C. Ça vient remettre le curseur 3D au milieu de l'origine. Au milieu de la scène, pardon. Ce qu'on va faire ici, une fois qu'on a l'origine au niveau du centre de gravité et le curseur 3D ici, on va déjà s'assurer que notre objet est bien centré. C'est-à-dire qu'on va prendre le point orange et on va le mettre à 0, 0, 0. Le problème, c'est qu'on va venir confondre le centre de gravité et le milieu de la scène. Pour ça, je passe en Edit Mode. Je désélectionne tout avec A et je crée un nouveau plan qui va se mettre au niveau du curseur 3D. Avec CTRL-I, j'inverse ma sélection. Et avec G et Z, je vais monter le reste du mesh. J'active ici mon aimantation au niveau de la face. Ce qui me permet, en descendant de nouveau, d'être pile poil sur la face, c'est-à-dire ici, bien positionné au niveau du plan 0. On réinverse la sélection avec CTRL-I
et on supprime la face. En quittant l'Edit Mode, on se retrouve donc avec une origine au bon endroit. Vous voyez que si je tourne, ça se passe bien par rapport à l'origine. Ça permettra par exemple dans les logiciels d'impression comme Cura d'avoir une origine qui est bien située. Dans les logiciels comme Unreal Engine, d'avoir également un pivot et une origine qui est bien positionnée. Avant d'exporter, il faut toujours s'assurer que l'origine est au bon endroit. Une fois qu'on a ce qu'on veut, on voit qu'ici on a encore l'application, c'est-à-dire l'échelle, qu'on a appliquée tout au début de l'import, et on a la rotation et on n'a pas toujours les bonnes valeurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur CTRL A et on applique la rotation et l'échelle. Ici, on se retrouve donc avec une pièce qui est bien centrée, qui est bien propre, avec une bonne échelle et aux bonnes dimensions, les mêmes que dans Fusion. Là, on est propre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les textures. Pour ça, on va aller déjà dans l'onglet texture et on va passer en Edit Mode. Ce qu'on va faire ici, parce qu'on voit que le mesh est composé de plusieurs éléments complètement séparés, si j'appuie sur la touche L, oui, je vais sélectionner un petit peu n'importe quoi. Alors qu'en général, on doit prendre, comme ici, le corps complet. Si je me mets d'en face, ça va me permettre de sélectionner. J'ai fait une petite erreur au niveau du mesh. Ça va me permettre de sélectionner toutes les faces qui se touchent. Donc si j'appuie là sur L, vous voyez, c'est pas comme je veux. Donc ce que je vais faire, je vais prendre... Ici, je vais passer en mode rayon X. Je vais prendre l'outil de sélection avec C. Et je vais sélectionner les parties que je veux dans un premier temps pour appliquer la texture d'acier. À peu près, hein. Là où on pense être pas mal. Et une fois qu'on est comme ça, on appuie sur CTRL et plus sur le clavier. Et ça va sélectionner à chaque fois l'arête qui touche. Et ça va se limiter au niveau de l'arête qui touche pas. Dans notre cas là, on voit que là, on a deux choses qui se touchent. Alors ce qu'on va faire là, on va prendre face, on va reprendre l'outil de sélection, sauf qu'on va cliquer sur le clic du milieu. Ça va nous permettre de désélectionner tout ce qui ne correspond pas et d'avoir un mesh plus propre. Donc là, on est pas mal. Après ça va être un exercice. Pour le tuto, ça passe, mais après, si vous êtes plus pointilleux, je vous laisse sélectionner ou désélectionner les faces. C'est surtout pour vous montrer comment ça marche. Là, on va venir sélectionner aussi l'arceau d'arrière. Donc, on sélectionne juste une face. Et avec CTRL+, on vient répartir la sélection. Dans mon cas là, j'ai resélectionné les arêtes que je voulais pas. Donc après, il y a un peu de travail. On peut passer en Edge. Il y a un peu de travail pour désélectionner tout ça. Mais dans notre premier cas, on est propre. Donc j'appuie sur P pour séparer la sélection. Donc là, j'obtiens bien les planches et les parties en acier. C'est une méthode, il y en a d'autres. C'est juste pour aller un petit peu plus vite. Donc si je sélectionne ici ma partie en acier, je crée un nouveau matériau que je vais appeler acier 01. Je vais ouvrir ici une nouvelle fenêtre où il y aura un éditeur de shader. Donc par défaut, il s'ouvre comme ça. J'en ai assez parlé, j'utilise une add-on qui s'appelle Node Wrangler qui me permet juste avec CTRL-T d'appliquer ces trois nodes en une fois. Là, on va venir soit appliquer une texture d'acier, mais honnêtement, dans mon cas là, j'en ai pas besoin. Là, je peux prendre juste une couleur un petit peu noire, assez foncée. Je vais vous mettre ici l'aperçu de Cycles. Si vous avez ici un rendu violet comme ça, Blender interprète par défaut le vide en violet. C'est-à-dire qu'ici, il n'a pas de HDRI qui est en route. Donc on vient glisser là. Encore une fois l'éditeur de shader. Et on passe en World. Pour lui redonner le HDRI, celui de votre choix. Dans un tuto précédent, j'avais parlé de HDRI Heaven, qui est une base de données où il y a énormément de HDRI.
vous trouverez forcément celui que vous cherchez. Donc là, je vais ouvrir un nouveau HDRI et l'appliquer. Et automatiquement, vous voyez, mon image change de couleur. Donc là, je vais m'approcher un petit peu pour voir ce que je fais. Et je vais modifier ma texture. Donc là, je vais rajouter du métallique, du spécular, un peu moins de rugosité. Et je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez là le STL quand il a été importé, on voit les facettes. Et si on change en ombrage smooth, on obtient ça. Je vous le montre en grand, c'est très moche. Et ça permet pas d'exploiter ici le mesh. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer un modificateur qui est ici, qui s'appelle Edge Split. Donc il est là. Et vous voyez, ça détecte les arêtes vives et ça vient appliquer le modificateur. On peut l'appliquer ici et on voit qu'en rendu cycles, on est vraiment beaucoup plus propre et beaucoup plus réaliste. Donc après ça, moi je vous laisse voir. Hein. Ça dépendra de la couleur, de ce que vous cherchez exactement au niveau du HDRI. Mais là, dans notre cas, c'est déjà très bien. Pareil, on va sélectionner le bois. Puisqu'il y a du bois ici, on va faire un nouveau matériau. Et cette fois-ci, on vient appliquer de nouveau une texture de bois. Donc je l'ouvre. Ma texture de bois, pour moi, elle est ici. Et je l'ouvre. On va passer en mode matériaux pour que je puisse vous montrer quelque chose. Une fois que les matériaux ont été appliqués, en principe c'est bon. Il y aura peut-être encore l'échelle à changer, mais ça on va le voir plus tard. Vous remarquerez que quand vous appliquez un matériau, il ne se passe rien. Tout simplement parce que vous devez déplier les UV. Alors il y a plusieurs manières de faire. Je vais prendre l'exemple ici. Donc je vous rappelle, la touche slash du pavé numérique permet d'isoler un objet. Et là on peut faire comme ça. Soit on a envie de déplier cette partie qui est là. Là je le fais pour l'exemple, mais je pense qu'il faut faire un tutoriel complet sur le dépliage des UV parce que c'est très complet. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on appuie ici sur Mark Sim. Donc ça veut dire marquer l'arête de découpe ici. Et elle va s'afficher en rouge. Et une fois qu'on aura tout déplié à la manière d'un cube de papier, on pourra ensuite procéder à la texture des UV. Dans notre cas là, je vous le cache pas que pour aller plus vite, je sélectionne tout, j'appuie sur A, j'appuie sur U, et au lieu de déplier basiquement les UV, ce qui va me donner, je vais vous montrer dans l'éditeur d'UV ce résultat là, vous voyez, c'est pas très correct. Je vais appuyer sur Smart UV Project, j'enlève juste correct aspect, et vous voyez, ça va vraiment détecter les bonnes arêtes. Dès qu'il y a une arête vive, ça va couper. C'est une manière automatique d'appliquer les UV un petit peu plus vite. Donc là je vais le refaire ici que pour le bois, et ça me permet ici par exemple, si je sélectionne tout et que je fais une rotation à 90, les outils d'échelle fonctionnent comme sur un mesh. Ça va me permettre d'étirer ici la texture comme un bois réaliste. Voilà. Donc là ici, je vais venir appliquer un petit modificateur, à savoir le bevel, que j'aime beaucoup, qui permet d'avoir un faux arrondi au niveau du coin de l'arête. On le verra peut-être mieux si je me rapproche. On le verra surtout sur l'acier tout à l'heure. Je vais déjà appliquer celui-là ici. Et une fois que je l'applique sur l'acier, vous allez vraiment voir à quoi il correspond. Ce sera plus simple en image. Donc là je mets 16 samples, ça dépend de la puissance de l'ordi. Et là vous voyez sur cette arête là, je vais bien zoomer comme ça vous le voyez. Plus je suis grand, plus
on va créer un faux arrondi en normal sur cette arête. Et plus je suis petit, vous voyez, plus le congé est fin. Donc là, je fais à l'œil. Hein. J'essaie d'avoir quelque chose de réaliste. J'imagine qu'en acier, il est un petit peu meulé pour la finition. Ce qui me donnera ce rendu-là qui est pas mal. Je vais faire un petit peu plus grand, comme ça on le voit de loin. Et là, on a quelque chose de réaliste. On va remettre la caméra en place. J'ai eu certains de vous qui m'ont demandé comment je faisais, donc je vais vous montrer comment on applique une caméra. D'abord, on ajoute avec Shift A une nouvelle caméra ici. Par défaut, elle apparaît de nouveau au centre du curseur 3D. Donc là, on peut venir la déplacer soit à la main. Quand on appuie sur la touche 0 du pavé numérique, on se retrouve dans notre caméra par défaut. Là, chez moi, c'en est une autre. Mais si on sélectionne une caméra et qu'on appuie sur CTRL et 0, on prend possession de cette nouvelle caméra. Donc là, on se situe dans la caméra. Le raccourci, c'est Shift F. Ça permet de prendre le contrôle de la caméra et de la placer vraiment comme on a envie. Et voilà, là on est pas mal. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est de mettre un fond derrière. Quand on sélectionne sa caméra, on voit que quand on est à l'intérieur de la caméra, on n'a pas de fond. Donc dans l'onglet ici caméra, on va chercher Background Images. On ajoute une image et on va ouvrir son image. Elle va s'appliquer en fond. Ce qui va nous permettre ici, je vais vraiment le faire vite fait parce que intégrer un 3D dans une image, c'est tout un tutoriel. Il y a quelques méthodes à utiliser qui sont un petit peu complexes. Donc là, je vais vraiment le faire à la main. Ce sera vraiment pas forcément correct. Mais l'important, c'est que vous compreniez le principe. Je vais juste venir intégrer mon banc dans l'herbe pour que vous compreniez. Ici, dans la caméra, on va pouvoir régler la focale. Et c'est là que va se jouer vraiment l'impression d'intégration. Si vous voulez, pour résumer un peu le prochain tuto, à chaque fois qu'un photographe prend une photo de n'importe quoi, il va régler la focale de son appareil photo en fonction de la marque, en fonction de l'objectif. Et nous, on va essayer de rattraper cette focale avec des logiciels qui vont venir analyser l'image. Et une fois qu'on aura la bonne focale, on va pouvoir vraiment intégrer une image. Là, j'ai pas le temps de faire ça dans ce tuto-là, ça va être un peu long. Alors, je vais essayer de faire ça à la main vraiment pour qu'on ait un résultat, que vous compreniez déjà le principe. Là, je vais vraiment faire des choses que normalement on fait pas trop. Je vais tricher sur l'échelle vraiment pour intégrer l'image. Voilà. C'est pas parfait, mais c'est vraiment pour comprendre. La première chose qui choque quand on voit ça, c'est qu'il n'y a pas d'ombre au sol. Donc pour ça, on va créer un nouveau plan. On va essayer de placer au centre. Vous voyez, j'ai tellement triché que mon banc il est plus du tout dans la bonne direction. C'est pas bien de faire ça, hein. Pas bien du tout, pas bien du tout. Voilà, je vais mettre un plan en dessous. Vous voyez, j'arrive à capter l'ombre. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de cliquer ici dans les propriétés d'objet. On va dans visibilité et on appuie sur Shadow Catcher. Et ça permet, vous voyez, de récupérer uniquement les ombres dans notre image et d'ajouter un peu de réalisme. Donc là, dans le cadre du tuto, c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Donc là, il suffit ensuite d'appuyer sur la touche F12. Mais je vais vous montrer d'abord les propriétés, elles sont ici. Moi, je fais toujours des rendus en 4K, ça dépend de votre ordinateur. Vous pourrez régler ici la dimension de l'image finale, le pourcentage de dimension, par exemple, si vous mettez 50%, vous aurez la moitié de la résolution. Ici, c'est au niveau de la vidéo, si vous voulez faire 60 images par seconde ou 24 en fonction. Là, ici, c'est important, moi je sors en PNG avec du alpha, mais on peut le mettre en JPEG, comme vous voulez. Noir et blanc, black and white.
Wet, Green, Blue et Wet, Green, Blue et Alpha. Ça veut dire qu'il y aura une couche d'alpha qui permet de garder la transparence. Après, au niveau de la sortie d'image, on a ici le mode de rendu, donc Eevee, Cycles ou le tout vieux que bientôt je pense qu'il va disparaître. Ici on a les fonctions expérimentales, ici on a le GPU ou le CPU, et ici on va avoir le nombre de samples à réaliser lors du rendu. Enfin je vous laisserai regarder tout ça, il y a les tiles, il y a vraiment tout, tout est paramétrable. Hein. Donc là je vais lancer le rendu avec F12. Là, l'ordinateur va envoyer les rayons et va calculer. Donc là, on le laisse tranquillement calculer. Et je vais vous montrer comment intégrer le fond dans le rendu final. Donc là, je sors l'image en 4K, donc c'est peut-être un peu long. Je vais réduire la fenêtre en attendant qu'il est terminé. Vous avez ici aussi le pourcentage de finition du rendu, l'avancement du rendu. Je vais essayer de prévoir le coup en ouvrant déjà l'éditeur. Voilà, donc là mon rendu est terminé, mais on voit qu'il n'y a pas le fond. Pour ajouter le fond, on ouvre ici ce qu'on appelle le compositor. On utilise les nodes et on voit qu'on a ici l'image finale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter le fond. Pour ça, on va dans Input, Image, et on vient chercher de nouveau le même fond qu'avant. Il est déjà là de toute façon puisqu'on l'a déjà ouvert tout à l'heure. Une fois qu'on a notre image, on aimerait la mettre dans le fond de l'image avec transparence. Pour ça, on va dans Color et on va dans Alpha Over. Ce qui va faire ce node, c'est qu'en fait, il va venir prendre cette image et celle-ci et il va venir les mettre ensemble pour obtenir. Alors, ce qu'on peut faire dans le output, c'est qu'on peut venir mettre un viewer. Alors, le viewer, ce qu'il fait, c'est qu'ici, il va permettre d'avoir le rendu ici. Il faut appuyer sur Backdrop. Et on va voir le rendu qu'on a là en fond. Vous voyez, si j'enlève l'image, ça change en temps réel. La petite astuce que je vous donne, si vous voulez avoir un fond qui correspond avec votre image, vous voyez qu'ici c'est pas bon. Vous regardez dans les propriétés de votre image de fond. Donc là, je vais l'ouvrir. Vous voyez, il faut que le rendu soit identique à cette image. Donc là, je vais dans Image. Et on voit qu'elle est à 1920 par 1280. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on tape tout simplement la même dimension de rendu. 280. Et lui, il va automatiquement, une fois qu'on refait le rendu, refaire le rendu à la bonne taille. Et une fois qu'on a un rendu qui a la bonne taille et une image de fond qui a la même taille, ça va venir s'intégrer beaucoup mieux. Donc là, une fois qu'il a fini, on retourne dans le compositor. Et on voit ici qu'on est impeccable. Et ici également, dans le compositor, on est comme il faut. Donc là, il suffit d'enregistrer l'image. On a un rendu qui est pas mal. On va pouvoir un peu jouer après sur les propriétés, pour avoir un peu plus de flou, parce que là, j'avais volontairement pris une image avec un peu de flou pour l'intégrer, mais ça en général moi je le fais derrière avec Photoshop. Je vous montrerai le résultat final à la fin de la vidéo. Voilà, on est parti d'un fichier STL avec Fusion et on a réussi à déjà bien se débrouiller pour avoir quelque chose de visuellement correct, histoire de présenter notre concept à quelqu'un ou lui montrer un peu ce que ça peut donner sur un fond intégré. J'espère que cette vidéo vous a appris 2-3 petites astuces, surtout pour positionner l'origine. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis ciao! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si jamais vous voulez utiliser les logiciels Blender, Fusion 360 et plus tard en intégrant les différents projets à Unreal Engine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je suis aussi sur Facebook, vous pouvez me trouver sur ma page directement à mon nom, je peux vous mettre le lien en bas.
Et moi pendant ce temps, je prépare déjà le prochain tuto.